Salut à tous! Aujourd'hui, dans ce tutoriel Godot, on va voir comment créer un système de données personnalisées basique basé sur l'outil built-in de ressources Godot. Notre but ici, ça va être d'améliorer le petit jeu 2D de Tower Defense qu'on avait créé dans ce premier tutoriel Godot C# et d'utiliser des fichiers de données externes pour définir les différentes propriétés de nos tours et de nos vaisseaux ennemis. Donc à la fin de la vidéo, on aura plus de types d'ennemis et de bâtiments, et on aura globalement transformé notre jeu, depuis cette version de base, vers cette nouvelle version plus avancée. On va repartir des scripts qu'on a développés la dernière fois, donc n'hésitez pas à soit revoir l'épisode, soit aller directement récupérer tous les assets dans mon repo GitHub avec mes tutos Godot. Pour cette vidéo, j'ai bien fait attention à séparer la version de base du dernier tutoriel de celle qu'on va créer dans cette vidéo, en donnant à mes différents scripts des namespaces C# spécifiques, et en extrayant quelques ressources partagées dans un dossier shared. J'ai aussi préparé une scène et des assets qui pointent bien vers ces nouvelles versions des scripts, donc a priori vous devriez pouvoir downloader le repo et vous plonger dans le folder de ce tuto sans trop de soucis. Mais bref, avec tout ça en tête, il est temps de se lancer et d'apprendre à créer nos propres ressources. Dans Godot, la plupart des assets d'un projet sont stockés dans des fichiers de ressources, avec l'extension .trs. Ces objets de base sont des fichiers texte dans un format proche du TOML, qui contiennent des propriétés et de la logique caractéristiques du type de ressource, et que l'on peut éditer directement dans l'inspecteur à l'intérieur de l'éditeur Godot. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en fait créer nos propres types de ressources pour facilement préparer, éditer et utiliser nos propres structures de données. Donc allons dans notre projet et créons un nouveau script C# pour définir les propriétés de nos vaisseaux, shipdata.cs. On va faire hériter cette classe de la classe ressources au lieu de la classe node choisie par défaut, et ensuite créer quelques variables publiques exposées pour nos bateaux. La vitesse, les points de vie, la récompense et le sprite. Comme on veut que cette classe soit utilisée comme une ressource, on va en fait devoir transformer ces variables basiques en des propriétés avec des getters et des setters. Et ensuite, on va simplement créer un constructeur par défaut sans aucun paramètre pour permettre à Godot de bien initialiser la ressource quand on crée une nouvelle instance de notre classe shipdata. L'étape suivante, c'est de configurer notre projet pour pouvoir vraiment se servir de cette classe comme une ressource, et rapidement créer des instances de shipdata. Comme ça, on pourra préparer différents types de vaisseaux pour notre jeu. Bon, si on travaillait en GDScript, on pourrait aisément transformer notre classe en un type de ressource personnalisée simplement en ajoutant la propriété className tout en haut du script. Juste en ajoutant cette info, on pourrait ensuite parcourir notre liste de types de nœuds et y retrouver notre ressource custom pour l'instancier. Mais comme on utilise du C#, Godot n'a pas tout à fait encore autant d'outils pour faire tout ça, et on va donc devoir bosser un petit peu plus pour faire de notre classe shipdata un vrai type de ressource personnalisée. Heureusement, une solution simple à notre problème, c'est d'utiliser ce super plugin par @links, le Godot Mono Custom Resource Registry plugin. En gros, cet add-on va nous permettre d'enregistrer une classe C# dérivée de ressources dans la liste de nœuds de Godot pour pouvoir ensuite l'instancier rapidement depuis le menu New Resource. Donc on va aller sur le GitHub, aller dans la liste des releases et télécharger la plus récente, puis ensuite on va dézipper l'archive et copier le plugin dans notre projet Godot dans un dossier add-on à la racine des fichiers du projet. Une fois qu'on a ajouté ces fichiers au projet, on va revenir dans l'éditeur et aller dans le panneau MSBuild en bas pour rebuilder la solution C#, et enfin, dans le panneau des paramètres du projet, on va passer sur l'onglet Plugin et activer l'outil. Ça va automatiquement ajouter un bouton CCR dans le coin supérieur droit de l'interface qui nous permet de mettre à jour le registre des ressources de notre projet et donc de réupdater la liste des types disponibles. Ensuite, pour appliquer l'outil à notre type de ressource custom shipdata, on doit simplement lui donner l'attribut registerType. Cet attribut a besoin du nom de la ressource, éventuellement d'une icône pour le display dans la liste, et du nom du type parent sous lequel ranger cet item dans la liste. Une fois l'attribut ajouté, on peut rebuild notre solution et cliquer sur le bouton CCR dans le coin en haut à droite.
Si on crée une nouvelle ressource dans le projet, on voit que notre type ShipData est maintenant disponible et qu'on peut facilement en créer un nouveau fichier .rs. Ensuite, on peut double-cliquer sur le fichier pour éditer ses propriétés dans l'inspecteur. On voit qu'on retrouve nos 4 champs de tout à l'heure, la vitesse, les HP, la récompense et le sprite. Les valeurs par défaut sont celles qu'on a définies dans notre constructeur, et évidemment, on peut créer d'autres instances qui modifient ces valeurs par défaut pour préparer d'autres types de vaisseaux. Ok, on a donc maintenant 3 types d'ennemis avec des paramètres spécifiques. Ce qu'on veut faire désormais, c'est vraiment utiliser ces données dans notre jeu pour remplacer les valeurs hardcodées par ces infos chargées au runtime. Dans notre premier tuto, on avait fait le choix de la facilité et on avait écrit à la main les différentes propriétés de nos vaisseaux et de nos tours dans les scripts C#, pour plutôt se concentrer sur la logique en elle-même. Par exemple, notre Ship Manager contient des valeurs hardcodées pour la vitesse, les points de vie et la récompense donnée par le bateau, et le sprite est pour l'instant défini directement dans la scène. Juste un petit rappel au passage, ce script est une copie exacte du Ship Manager qu'on avait à la fin du dernier épisode. J'ai simplement changé son namespace pour éviter les conflits avec la version du premier tuto, à mesure qu'on le modifie pendant cette vidéo. Donc pour facilement configurer un ennemi à partir d'une instance de notre nouvelle classe ShipData, on va créer une nouvelle fonction dans cette classe Ship Manager appelée Initialize, qui reçoit un paramètre de type ShipData et qui en extrait les valeurs pour remplir ses propres champs. Pour le sprite, on va directement accéder à notre nœud sprite et assigner sa propriété texture en fonction de la valeur sprite de notre ressource ShipData. Ensuite, on va revenir dans notre script Level Manager et dans la fonction de callback onEnemySpawn, au lieu de juste instancier notre vaisseau et le laisser tel quel, on va aussi appeler sa méthode Initialize avec une instance de ShipData. Pour récupérer ces données, on va choisir au hasard dans un tableau de ressources ShipData exposé dans l'inspecteur qu'on peut directement remplir avec nos fichiers .trs créés précédemment. Et on y est! Si on relance le jeu maintenant, on voit que notre spawner de bateau produit régulièrement de nouvelles instances avec un type aléatoire, choisi parmi les 3 possibles. Ces vaisseaux ont bien des sprites différents, des vitesses différentes et des points de vie et récompenses différents. Sauf que bien sûr, on voudrait bien pouvoir combattre ces nouveaux ennemis plus puissants. On va donc devoir faire quelque chose de similaire pour nos tours. Bon, pour ces nouveaux vaisseaux, nos tours actuels ne sont pas vraiment une menace. Dans cette partie, on va donc réappliquer notre processus et définir une classe pour les données de nos tours, puis créer des fichiers de ressources associés, s'assurer que notre UI affiche automatiquement les bons boutons dans l'interface pour choisir parmi ces types de tours et les construire, et enfin vérifier que la mécanique de placement propage bien les caractéristiques spécifiques de la tour que l'on a choisie à l'instance qui est réellement construite. Pour commencer, faisons donc une nouvelle classe de données appelée TowerData, qui hérite elle aussi de la classe Resource et qui a l'attribut RegisterType. Ici, on va avoir 6 propriétés. Le taux d'attaque, les dégâts, la vitesse d'attaque, la taille du champ de vision, le coût et le sprite. Comme avant, on va créer un constructeur par défaut, sans paramètres, pour permettre à Godot d'initialiser les nouvelles instances de ce nouveau type, puis on va rebuild la solution et appuyer sur le bouton CCR pour lister ce nouveau type dans notre interface. Pour ce tutoriel, je vais créer 2 types de tours. Un qui utilise les valeurs par défaut et qui correspond donc à notre version de base de la dernière fois, et un autre type de tour plus puissant qui nous permettra de tenir tête aux nouveaux ennemis améliorés. L'étape suivante, c'est de faire en sorte que notre UI affiche automatiquement des boutons de construction pour chacun de ces types de tours. La ruse ici, c'est de transformer notre bouton de build en une nouvelle scène pour pouvoir l'instancier directement. Ensuite, on va retourner dans notre script Level Manager et créer un array de TowerData exposé et aussi une variable de type PackedScene exposée pour notre scène Button Tower. Maintenant, dans la fonction Ready, on doit remplacer la boucle que l'on a sur nos boutons de build et à la place, auto-créer des éléments d'UI pour chaque type de tour.
On peut le faire avec ce morceau de code qui commence par instancier notre nouvelle variable buttonTowerAsset, puis set l'icône de la tour et le texte indiquant son prix à partir de nos données, avant de finalement connecter les signaux du nouveau bouton comme on le faisait avant. Comme d'habitude, n'oubliez pas de rebuild la solution et de draguer les références dans l'inspecteur sur le nœud Level pour que les données soient correctement initialisées. Le truc, c'est que comme maintenant chaque bouton correspond à une configuration différente, on doit se débrouiller pour passer cette info à notre logique quand on clique sur le bouton, pour que chaque élément du UI prépare un type de tour différent. Donc je vais rajouter ceci à la fin de mon callback pour le signal pressed. Vous voyez que Godot nous oblige à impacter toute entrée supplémentaire pour un callback de signal dans un objet de type Godot Collections Array, parce que, en théorie, on pourrait avoir plusieurs paramètres à passer. Mais bref, ça veut dire que dans la définition de notre callback onTowerMouseButtonPressed, on doit ajouter ce nouvel input au prototype, et on va pouvoir l'utiliser pour bien configurer notre contexte de construction. En gros, on veut faire 3 choses. D'abord, quand on vérifie si on a assez de pièces pour construire la tour, on va passer le coût exact de la tour choisie. Ensuite, si on passe effectivement en mode placement, on va préparer notre instance TowerToPlace pour qu'elle prenne les propriétés correspondant au type de tour à construire. Et enfin, on va stocker ces données dans une nouvelle variable, TowerToPlaceData, dans notre classe LevelManager, pour pouvoir facilement y réaccéder au moment où on construit vraiment la tour. Évidemment, les 2 premiers changements impliquent des modifications dans nos autres scripts également. Typiquement, dans le Game Manager, notre méthode CanBuyTower reçoit maintenant le coût en paramètres et compare notre stock actuel de pièces à cette valeur. Et dans le TowerToPlace Manager, on va devoir définir une nouvelle fonction appelée setTowerData qui utilise l'instance de TowerData donnée pour mettre à jour le sprite de la tour en fonction du fichier de ressources et le champ de vision de l'objet. Je vais d'ailleurs en profiter pour extraire ma logique de mise à jour du champ de vision dans une fonction privée pour pouvoir l'appeler facilement au départ et ensuite quand je réassigne de nouvelles données. Enfin, on doit s'assurer que toutes ces données spécifiques au type de notre tour sont bien transférées à notre nouveau bâtiment quand on clique pour vraiment le placer dans le niveau. On va faire ça dans notre script de Level Manager en allant d'abord dans notre logique de clic pour passer le coût exact de la tour à notre fonction BuyTower, puis en descendant dans notre fonction PlaceTower pour passer notre variable TowerToPlaceData à la fonction Initialize, au lieu de juste passer la taille du champ de vision. Dans le Game Manager, on va ensuite mettre à jour la fonction BuyTower pour qu'elle prenne le prix à checker en paramètres, et on va aussi supprimer la constante TowerCost, qui est maintenant inutile. Et pour finir, dans notre classe Tower Manager, on va modifier notre méthode Initialize pour qu'elle prenne une variable de type TowerData en entrée et qu'elle en extrait les différentes propriétés de la tour. Et avec tout ça, notre jeu de Tower Defense implémente désormais de nouveaux types d'ennemis et de nouveaux types de tours. On peut cliquer sur les boutons dans l'UI en bas pour sélectionner le type de tour que l'on souhaite construire, et on consommera le nombre de pièces correspondant au moment de la construction. Et puis ensuite on peut admirer nos bâtiments, défendre la ville contre ces vaisseaux ennemis avec des vitesses et des dégâts uniques. Et comme on a utilisé le système de fichiers de ressources de Godot, il est très simple de mettre à jour les stats de nos ennemis et de nos tours. N'importe qui dans l'équipe, même quelqu'un qui ne sait pas coder, peut retravailler l'équilibrage du jeu en un instant et rapidement itérer pour améliorer la boucle de gameplay. Mais bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et que vous avez appris quelques trucs pour créer et charger vos propres types de données en Godot C#. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si vous avez d'autres idées d'astuces Godot que vous aimeriez apprendre, laissez donc un commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.